Je constate qu'il n'y a pas de maître de cérémonie, donc nous prenons notre autonomie et nous ouvrons cette séance. Je voudrais l'ouvrir en vous remerciant d'être là et de participer à l'esprit de cette rencontre qui est, vous le savez, de rendre hommage à quelqu'un qui nous est tous très, très, très cher, qui a eu le mauvais goût de nous quitter beaucoup trop tôt. Et pour résumer sur un mode anecdotique le combat de cette grande dame que nous allons honorer aujourd'hui, j'aime bien, un certain nombre d'entre vous la connaissent, mais j'aime bien raconter une anecdote qui identifiait un petit peu ce qu'elle avait essayé de faire dans sa vie. C'était il y a très longtemps, puisque à Ouda, l'histoire est supposée se passer dans le métro, et quelqu'un m'a fait remarquer hier qu'il y a longtemps que Ouda ne prenait plus le métro. Mais donc, c'était peut-être dans l'autobus. Toujours est-il que l'un des voisins de Ouda l'a vu en train de lire un livre écrit dans la langue qu'elle partait enseigner à l'école normale supérieure. Et après un certain nombre de mimiques inquiètes, il s'est ouvert de son angoisse profonde et il dit « c'est de l'arabe ?» Et Ouda, en souriant, lui dit « mais oui, monsieur ». Alors il a osé continuer, il a dit mais vous comprenez ? Alors elle a également acquiescé et après il a vidé son cœur, il lui a dit mais c'est pas une langue qui est un peu violente, hein ? Et c'est contre, voilà, toute l'histoire de Ouda, elle est résumée dans cette histoire. Ouda, elle a fait en sorte que le nombre de personnes qui est une prévention, je dis même pas religieuse, nous ne sommes même pas sur le terrain de la religion, prévention linguistique à l'égard d'une partie du monde, eh bien, soit le moins nombreux, les moins virulents, les moins actifs possibles. J'ai oublié l'essentiel avant de commencer, je vous ai remercié toutes et tous d'être là, mais je voudrais remercier bien sûr l'IREMO qui nous accueille, l'IREMO qui a été associé de nombreuses manières à ce combat et qui demeure étroitement identifié à ce combat qu'a mené Ouda Ayoub. Mais je voudrais également, bien sûr, remercier cet échantillon extrêmement limité, immense par le savoir et le talent, mais ce n'est qu'un échantillon de tous les gens qui ont été dans la trajectoire professionnelle et à certains égards humaine a été affectée par la rencontre avec Ouda Ayoub. Mais je voudrais remercier aussi un absent majeur, parce que je ne le vois toujours pas, mais cette séance lui doit beaucoup. Une grande partie de ce que je suis en train de vous raconter, il me l'a redit hier soir, c'est Éric Vallet. Hein, c'est Éric Vallet qui a pris l'initiative de cette rencontre et qui a réuni ce panel, qui n'est qu'un premier moment dans cette journée d'hommage à Ouda, puisque vous savez qu'il se prolongera ce soir à l'ONS, sur un registre voisin, mais avec plus encore de témoignages de ceux qui ont côtoyé Ouda. Alors, Ouda, pour ceux qui ne l'ont pas suivi depuis toujours, on va juste redire qu'elle est née en 1950. On a le droit de dire l'âge des dames quand elles ne sont plus parmi nous. Elle est née en 1954 à Tripoli. Au départ, Ouda était une professeure de langue française. Elle est venue poursuivre ses études en France. Elle s'y est installée et sa vocation s'est transformée à cette occasion. Et elle a commencé à partir de 1985 à enseigner la langue arabe d'abord à Paris 3, dans de nombreux autres établissements, dont l'IEP, mais ce qui va marquer et fonder sa carrière et son rayonnement, il faut bien le dire, c'est qu'elle va, à partir des années 90, enseigner à l'École normale supérieure. Les modalités d'action de Ouda vis-à-vis de la langue, après avoir dit que, bien sûr, elle n'a pas cherché qu'à diffuser et réhabiliter la langue arabe, mais bien plus encore la culture, la civilisation. Et je vais piquer une ou deux formules à Éric Vallet, parce qu'elles sont très belles et je me voudrais de... il a dit que ses enseignements étaient une véritable initiation à l'altérité.
Je crois que c'est vraiment la formule qui dit tout. Hein. C'était bien plus qu'un enseignement linguistique. C'était une initiation à l'altérité où elle a véhiculé ce qui, quelque part, avait été son itinéraire personnel. Hein. Et Ouda est donc est née à Tripoli, au Liban, dans une famille chrétienne. Et son histoire de vie, c'est quand même la façon dont elle a repoussé les limites de son univers familial et éducatif sur le terrain de la relation à l'altérité. Et elle avait une formule, on m'a reproché, ah non, je ne l'ai pas employée récemment, mais tu as peut-être choqué, mais Ouda disait de son milieu, non pas familial particulièrement, mais de son milieu social et confessionnel, ils ont failli faire de nous des petits croisés. Ils ont failli faire de nous des petits croisés. Et l'histoire de vie de Ouda, c'est de rencontrer plus systématiquement des musulmans, d'abord, mais comme j'ai aimé le rappeler, ça a été plus que ça. Quand Ouda est venue au Yémen, elle n'a pas seulement établi un contact rationnel, dépassionné avec des musulmans, mais elle a même rencontré des gens que, dans la terminologie courante, on qualifie d'islamistes. Les dirigeants de l'une des structures d'enseignement de l'arabe de Sanaa, le CALES pour ne pas le citer, étaient sur le papier des gens qui appartenaient à un courant politique qu'on pouvait appeler islamiste. Et cette rencontre de Ouda, cette démystification d'une partie de l'univers qui était criminalisée, je pense, a été un des grands moments de sa trajectoire humaniste. Alors comment elle a agi, Ouda? Ses modes d'action, il y en avait, on va dire, 3. Sa vie professionnelle avait débordé très très largement. Jean Lambert, qui arrive en retard, est là pour en témoigner, mais également Alain, qui est dans la salle, avait débordé sur sa vie privée. Mais elle avait 2 outils. C'était ses cours de langue, cours de langue et de civilisation à l'école. Mais ça débordait le public de l'école. Il n'y a pas que des normaliens. Il y a des tas de gens pour qui... J'en ai un là qui me revient comme ça, Pascal Ménoret, il me dit moi ça, et un grand nombre, je leur laisserai le soin de le dire, mais un grand nombre de personnes ont changé de vie, ont changé de trajectoire professionnelle à la suite de leur rencontre dans ce contexte particulier avec la langue arabe. Et Pascal Ménoret, qui est maintenant un universitaire dans le système anglo-saxon, Baptiste Lanaspez, qui est un éditeur marseillais et parisien renommé, ont changé de vie par le prisme de cette rencontre avec la langue arabe qui les a ouverts sur une dimension de la relation à l'altérité encombrante. Ce n'est pas l'IREMO qui me contredira, avec ce monde arabe qui est à la fois très très lointain et puis de temps en temps un peu trop proche et trop actuelle. Donc elle enseignait, mais elle a également, et ça c'est un gros morceau, organisé des stages. Cette conception de l'enseignement était qu'il fallait qu'il y ait immersion. Et donc, il y a eu des stages où tous les étudiants, alors là, on pourrait en parler pendant des heures, raconter des anecdotes à l'infini, sur les stages qui ont eu lieu à ce qui ne s'appelait pas encore l'IFPO à Damas, qui s'appelait l'IFEAD, l'Institut français d'études arabes de Damas, mais plus longuement, plus durablement au Caire, et bien sûr, last but not least, au Yémen. Et donc, ces stages qui étaient ouverts à des étudiants extérieurs à l'école ont été le noyau dur de ce qui a marqué tous ceux qui ont franchi cette étape. Et puis, le troisième instrument de rayonnement de Ouda, c'est bien sûr la Semaine arabe, cette série d'événements culturels et scientifiques qui est organisée. On me corrigera, mais je pense qu'on est à la 20e édition, un truc comme ça. À l'école, et qu'il a fallu, ça fait partie du combat qu'elle a mené, qu'il a fallu affirmer dans un contexte institutionnel qui n'était pas toujours favorable. Affirmer l'importance des études de langue et de civilisation arabe. Aujourd'hui, en France, jusqu'à nos jours, ce n'est pas toujours facile, ça peut générer des tensions. Elle les a assumées avec passion et avec efficacité. Alors, des centaines, je ne sais plus, on verra si on a des chiffres, des centaines d'étudiants et d'élèves ont été marqués par ces cours. Et elle avait une méthode de langue, mais d'autres le diront mieux que moi,
qui avait beaucoup emprunté à Daniel Reg. Et là, je vais citer Éric Vallet, parce qu'il n'y a pas de raison que je lui pique une aussi belle formule. Éric me écrivait « Ouda a promu inlassablement une approche de la langue, de la culture et de la société arabe qui ne les enferme ni dans le carcan des puristes, ni dans les caricatures grimaçantes des lanceurs d'anathèmes ici et là-bas. » On voit très bien que c'était pas simple. C'est pas l'italien à enseigner l'arabe aujourd'hui dans notre société. Donc c'est ça qu'elle a fait. Et ce qu'a fait Ouda, j'ose pas me tourner et dire, elle a fait mes voisines et mes voisins, mais elle a contribué à mettre le pied à l'étrier un remarquable panel de chercheurs qui vont des doctorants aux chercheurs largement confirmés. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est écouter chacun d'entre eux pendant une dizaine de minutes, nous dire à la fois ce qu'ils ont envie de nous dire sur l'interaction qu'ils ont eue avec Ouda, et puis nous donner envie de connaître davantage ce que l'on doit en partie à Ouda, c'est-à-dire leurs travaux. C'est-à-dire nous ouvrir une fenêtre, certains d'entre eux sont déjà largement diffusés, nous ouvrir une fenêtre sur leurs résultats, ce qu'ils sont en train, ce qu'ils ont déjà apporté à la communauté scientifique, un petit peu, en partie au moins, grâce à Ouda. Je ne sais pas quel est l'ordre, je pense qu'il était alphabétique, mais je crois que c'est Robin Beaumont qui est doctorant. Ouais, je pense. Non, mais là, je me réfugie devant l'ordre alphabétique. Ce n'est pas Vanessa Van Rantergem qui me contredira, d'accord Donc, Robin, il a de nombreuses casquettes. Il a spécifié qu'il ne voulait pas que je dise qu'il avait fait le conservatoire de violon, donc je ne le mentionnerai pas. Je dirais seulement qu'il a fait l'ENS et l'IEP. Un de ses titres de gloire est d'avoir été un des doctorants d'un programme européen que j'ai eu le privilège de diriger. La langue arabe l'a emmené vers la Syrie, vers l'Érythrée, où il a vérifié qu'on ne parlait pas arabe, mais ensuite vers l'Irak, qui est le sujet actuel de sa thèse. Il a déjà des activités éditoriales dans le cadre d'un petit think tank ou d'un grand think tank que je vous invite à découvrir en googlant Noria, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis dans cette maison, en interaction avec la maison L'Harmattan, il a co-dirigé un numéro de Confluence qui s'appelle « Partis et partisans dans le monde arabe » post-2011, un numéro thématique de Confluence Méditerranée. Robin ? Merci François. Donc c'est non seulement parce que je suis un homme, mais en plus parce que François a payé ma thèse, que je suis le premier à m'exprimer. Donc c'est aussi par corruption. Donc en effet, Ouda Ayoub n'était pas un gourou et n'a pas même cherché jamais à faire école. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver un lien scientifique à l'ensemble des travaux des gens qui ont été ses élèves. Au-delà de l'amour de la langue arabe et de la curiosité scientifique qu'elle nous a transmis. Moi, pour ma part, je l'ai connue il y a bientôt 10 ans. C'est elle qui m'a initié à l'arabe à l'École normale supérieure. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que c'est la personne qui a été la plus importante dans ma vie, en tout cas dans ces années-là, et qui a, en m'envoyant à Damas, en m'enseignant l'arabe, qui a fait en grande partie ce que je suis aujourd'hui. Mais en vérité, je pense que ce lien-là, il existe parce que je crois que, même si moi je suis docteur en sciences politiques, donc très loin a priori de ces études littéraires-là, mais je crois que Ouda, à travers son enseignement de la langue, m'a fait comprendre, ou en tout cas m'a donné l'intuition de ce que j'ai ensuite compris comme étant une très grande vérité sociologique, de sens social, et qui est très importante dans mon travail aujourd'hui, qui est qu'il n'y a jamais de chaos social, qu'il y a toujours de l'ordre dans le désordre. C'est quelque chose qu'elle s'employait à nous expliquer en interprétant des textes. C'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à comprendre en sociologie aujourd'hui, et travaillant sur l'Irak, qui est considéré comme une espèce d'exemple paradigmatique de l'effondrement de l'État, certains disent même de la déliquescence des sociétés, c'est-à-dire une espèce d'anomie sociale où la violence supprimerait toute forme de relation sociale. En réalité, et c'est ce
que Ouda m'avait fait comprendre à travers ses textes, et ce que je vois aujourd'hui dans mon travail sur l'Irak. À partir du moment où on met deux êtres humains ensemble, il y a de l'ordre social qui se crée, alors que la violence vient reconfigurer, etc. Mais aujourd'hui, typiquement, l'Irak n'est pas un État failli, n'est pas une société faillie, c'est une société dont les relations sociales sont en train de se reconfigurer. Et ça, je crois que cette vérité-là, que d'autres ont théorisé d'ailleurs en arabe en parlant de fawda munazzama, d'ordre, de chaos ordonné, je crois que, en tout cas pour moi, le liant scientifique de nos travaux et de ce que Ouda a pu m'apporter, il vient de là, il se tient en partie là-dedans. Donc moi je travaille, enfin juste pour vous donner, l'idée c'est aussi un petit peu au-delà de nos rapports personnels avec cette très grande dame, de vous donner une idée de la diversité des parcours et des trajectoires et des travaux qu'elle a pu susciter. Moi je travaille donc sur l'Irak contemporain, sur ce qu'on peut appeler les islams chiites, en Irak depuis 2003, donc dans leurs expressions les plus actuelles. Et j'essaie de comprendre, j'essaie d'en rendre compte à travers une analyse des rapports entre l'État irakien, les groupes miliciens, les groupes armés chiites qu'on appelle Hashid Sharbi en Irak, et ce qu'on appelle également en Irak, enfin dans les mondes chiites, la Marja'iyya, c'est-à-dire les plus hautes autorités cléricales chiites. Et j'essaie de montrer, je vous fais juste un petit aperçu, je ne vais pas vous raconter ma thèse non plus, mais en gros je pars du constat que dans les mondes sunnites, alors je suis désolé de confessionnaliser un petit peu le propos, mais en l'occurrence, les islams politiques sont nés en particulier, j'espère que les historiens ici ne me contrediront pas, sinon il faut que je réécrive toute la première partie de ma thèse, sont nés de la part d'acteurs de la marge, venant de la marge des champs cléricaux. Hassan Banna, instituteur dans le delta du Nil, même si ensuite ces acteurs-là passent par Al-Azhar, viennent des marges extérieures du champ clérical. Ils ne viennent pas du cœur de l'institution. Au contraire de ces mondes-là, l'islam ou les islams politiques dans leurs expressions chiites, tout au contraire, sont nés du cœur de l'institution cléricale. Quand vous prenez une figure comme Mohamed Baqir al-Sadr en Irak, qui est le père spirituel et intellectuel du parti Darwa, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui en Irak, et qui est né à la fin des années 50 en Irak, qui est vraiment le penseur d'une refonte de l'institution religieuse, de l'enseignement religieux et d'une refonte de l'articulation entre religion et politique en Irak. Ce n'est pas un Hassan Banna, c'est un Sadr, donc qui vient d'une famille prestigieuse de clercs chiites, qui connaissait son Coran par cœur à 8 ans et qui parvient très rapidement aux étapes de l'ijtihad, donc de l'effort d'interprétation religieuse, de sorte que très rapidement il devient une autorité incontestée dans les mondes chiites. Il est impensable dans les mondes chiites qu'un acteur des marges du champ clérical puisse dire, comme ça a pu se faire en Égypte par exemple, dire eh bien, je me moque je ne prends pas en compte des siècles et des siècles de traditions exégétiques et moi-même je réinvente la tradition et j'interprète moi-même les textes. Ça n'est pas possible. Donc la refonte, la pensée politique du religieux dans les mondes chiites vient du cœur même de l'institution. Or, ce que j'essaie de montrer, enfin ça c'est un constat connu pour le coup, les historiens l'ont bien établi, moi ce que j'essaie de montrer c'est qu'aujourd'hui, à la faveur du phénomène milicien notamment, il y a tout un personnel politique nouveau, mais je viendrai peut-être sans doute à nouveau à l'IREMO pour l'expliquer plus en détail, qui émerge aujourd'hui en Irak, et un personnel politique qui en vient à contourner à la fois les élites politiques traditionnelles et les élites religieuses traditionnelles. Et qu'une figure comme la figure de Muqtada Sadr, que vous connaissez sans doute puisqu'elle est très médiatique et qui, à mon avis, est paradigmatique de ce point de vue-là, qui n'a pas les capitaux religieux des grands clercs traditionnels, c'est pas un Ali Sistani par exemple, il n'est pas considéré comme un marja, comme une très haute autorité chiite, est en train de faire, toute chose égale par ailleurs, ce qui s'est passé dans les mondes sunnites il y a à peu près un siècle, c'est-à-dire venir investir le champ politique, alors même qu'ils viennent de la marge du champ religieux. Voilà, donc c'est un peu ce que j'essaie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, on observe ce mouvement de clercs
à la marge du champ religieux, pas du cœur de l'institution, comme ça a toujours été le cas dans les mondes chiites, qui sont en train de s'imposer, ou en tout cas d'entrer dans une forme de domination du champ politique irakien. Je finirai simplement en disant, pour revenir un tout petit peu à Ouda, que quand on travaille sur ces questions-là, en l'occurrence la violence, les groupes armés en Irak, etc., même si on essaie de montrer qu'il y a de l'ordre dans les ordres, etc., généralement c'est pas très rigolo, faire du terrain avec des miliciens, etc. Quand j'y repense, là c'est la fin de mon terrain, je commence à écrire ma thèse, je pense qu'il y a vraiment deux moments. J'ai eu deux grands moments de joie dans mes terrains irakiens ces dernières années, ça fait peu, mais tout de même. Et ces deux moments, par je ne sais quel extraordinaire, en fait, ils sont très liés à Ouda. Le premier, c'était à Bassora, en 2015, je crois, donc dans cette ville portuaire du sud de l'Irak, qui se sent investi d'une certaine identité culturelle spécifique par rapport au reste de l'Irak, qui a donné beaucoup de très grands écrivains, de très grands intellectuels, etc. Il faisait très chaud, il était en août, il faisait 50 degrés, et je me baladais avec un ami irakien au bord du Shatt al-Arab, qui est le fleuve là-bas, et je vois un petit attroupement à côté d'une statue, et c'était des jeunes, des adolescents, qui faisaient la queue pour se prendre en selfie devant la statue de Badr Shakr Sayyab, qui est le très grand poète contemporain, du XXe siècle irakien. Pour vous donner une idée, c'est comme si là, devant le musée de Cluny, il y avait des dizaines de lycéens français qui attendaient pour se prendre en photo devant la statue de Ronsard, ou de Montaigne. Ce qui est évidemment impensable pour nous. Et je me suis dit, alors que c'était vraiment le bazar, il y avait des hommes en armes partout, une société capable de produire ce genre de situation-là, n'est pas complètement perdu, et même il y a quand même un espoir quelque part. Et le second souvenir, c'était pour le coup dans le nord de l'Irak, revenant de Kirkouk dans un minibus et arrivant à Erbil, donc dans la frontière institutionnelle du Kurdistan irakien. Notre minibus est arrêté par un checkpoint de Peshmerga, donc de soldats kurdes. Et le petit soldat kurde qui a 20 ans ouvre la porte pour, généralement, en vérité, pour vérifier qu'il n'y a pas d'Arabes qui essaient d'entrer au Kurdistan, ou s'il y a des Arabes qui ont un permis de résidence. Et il avise une dame qui, je vous le jure, était le sosie de Huda Ayoub, qui était au fond du bus. Et voilà. Et imaginant, qui aurait pu être sa mère, peut-être même sa grand-mère, imaginant qu'elle est arabe, et donc qu'il va y avoir un problème, lui demande dans un arabe un peu approximatif d'ailleurs, dans mon souvenir, lui demande Antimin Asal Arabia ou Kurdi, t'es d'origine arabe ou kurde. Alors, il y a un petit silence, tout le monde a frémi un petit peu dans le bus, et elle le regarde, et elle lui dit Kirkouki. Elle dit je suis de Kirkouk. Donc refusant la binarité de l'assignation identitaire qu'on faisait. Et là, il y a eu une espèce de moment de suspens. Moi, je me suis dit, ça y est, on va y passer la nuit. Le Peshmerga a regardé, et au bout de quelques secondes, comparé à une éternité, il a commencé à éclater de rire. Tout le monde a éclaté de rire. Il a dit, allez-y, dégagez. Voilà, donc tout ça pour dire là, ces deux moments un peu de grâce dans mon souvenir, dans mon terrain, sur mes terrains personnels en Irak, sont pour toujours liés à Huda Ayoub. Et je suis déjà peut-être un peu trop en retard, donc je vais passer la parole au C ou au D ou au E après. Merci Robin. C'est une histoire qui effectivement aurait plu à Huda Ayoub. Elle ne l'a pas entendue, hein, c'est une histoire trop fraîche de terrain. Juste, je rajouterais un mot à ton pedigree, Robin. Je dirais que tu fais ta thèse sous la direction d'une autre grande dame, qui s'appelle Sabrina Mervin, et dont, pour des tas de raisons, je suis heureux de prononcer dans ce contexte le nom aujourd'hui ici. Pour des raisons que j'ignore totalement, mais malgré le handicap initial de son Vanessa est remontée dans le classement alphabétique au point de prendre la parole maintenant. Je voulais dire aussi que Robin nous rend facile un certain nombre d'entre nous qui nous retirons irrésistiblement du champ des études arabes. On sait que la succession est assurée et ça rend plus facile ce moment dont chacun de ceux qui l'ont éprouvé savent qu'il n'est pas toujours très facile. Vanessa a plusieurs casquettes. La casquette de maître de conférence à l'INALCO, de normalienne, de médiéviste, de spécialiste des élites arabes. On va rester en Irak, des élites bagdadiennes au temps des Seljoukides. Mais elle a une autre casquette
plus immédiatement proche de peut-être, je l'espère, de ce qui nous réunit, qui est une casquette, je ne voudrais pas dire militante, je préférerais dire humaniste, dans le contexte du drame que traverse la Syrie. Et donc, elle s'est exprimée aussi sur ce terrain-là. Elle a dirigé notamment un numéro de la revue Vacarme, Liberté, Dignité, Justice, Récits et Voix de Syrie, printemps 2017, qu'on vous montrera, qu'on fera peut-être même circuler. On a confiance dans le public, on a déjà testé. Le public de l'IREMO ne pique pas les noms. Vanessa, merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on est tous réunis là autour de cette personne vraiment centrale qui a été Houda, moi je voudrais dire au tout début que sans Houda, non seulement je ne serais pas où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire enseigner l'histoire arabe médiévale aux langues zo, etc., mais je ne serais pas qui je suis, ce qui est encore plus fort. Et je pense que le remerciement profond que je porte pour Houda, c'est de m'avoir mis en contact avec un monde que non seulement je ne connaissais pas, mais que je n'étais pas du tout destinée à connaître, qui est le monde arabe. Je ne dis pas destinée à connaître parce que j'avais absolument aucun lien avec ce monde-là et que si je l'ai connu, c'est totalement par hasard, par une amie avec qui j'étais arrivée à l'école normale supérieure. On nous demandait de faire des langues à l'époque qui ne soient pas de l'anglais. Et cette amie-là m'a dit, il y a de l'arabe, ça a l'air bien, on va y aller. Je lui ai dit non, moi j'ai fait du chinois, je veux continuer à faire du chinois. Elle m'a dit, mais si, viens à la réunion de présentation. La réunion de présentation était dirigée par Daniel Reg, qui enseignait encore là-bas. J'ai eu la chance de l'avoir pendant ces 2 dernières années avant sa retraite. Et Houda, qui était la répétitrice à l'époque de Daniel Reg. Et ben voilà, je suis là aujourd'hui et je n'ai jamais regretté d'avoir suivi ces cours d'arabe et d'avoir plongé dans la passion pour le monde arabe que Houda et Daniel Reg ont su nous transmettre. Et je pense que un point tout à fait extraordinaire qui concerne Houda, c'est qu'elle était totalement libre de tous les cloisonnements qu'on peut imaginer aujourd'hui quand on pense au monde arabe. C'est-à-dire que moi qui arrivais totalement innocente à ce cours-là, je ne savais pas du tout à l'époque qu'on pouvait faire des différences entre le Maghreb et l'Orient, entre, je ne sais pas moi, l'Algérie et le Liban, entre... les sunnites, les chiites, les maronites et que sais-je encore. Ni même d'ailleurs entre l'arabe dit classique qu'on nous enseignait à l'ENS, même si c'était l'arabe moderne, mais c'était quand même une langue écrite. Voilà. Mais nos enseignants, dont Houda, nous la rendaient tellement vivante et tellement naturelle que moi, je n'avais pas compris que c'était une langue qui était en fait une langue un peu savante et pas parlée dans la vie quotidienne par tout le monde. Ce qui fait que quand je suis arrivée en Syrie pour la première fois, envoyée par Houda, qui nous envoyait faire des stages effectivement de langue à Damas, au début, j'ai cru qu'il y avait une erreur, quoi. Je me suis dit, mais je comprends pas. J'avais pas fait beaucoup d'arabe. J'en avais fait 1 an, c'était 4 heures par semaine. Mais bon, je comprenais vraiment rien. Et puis mes interlocuteurs, eux, arrivaient à me comprendre un peu. Ça les faisait rigoler d'ailleurs que j'arrive avec mes Mahaza et Haza Kitab que Houda et Daniel Reg nous avaient enseignés. Voilà, donc après j'ai compris qu'il y avait une différence entre la langue parlée dite dialectale et la langue moderne, mais tout cela était enseigné avec Houda avec une telle humanité, une telle générosité, que jamais elle faisait une différence, voilà, pour nous dire ah non ça c'est du dialecte, c'est pas intéressant, ou bien ah non ça vient d'un autre groupe ou d'une autre région, on s'y intéresse pas. Au contraire, elle avait ce rapport extrêmement humain à son domaine d'études qui faisait que pour nous, il était très naturel et très familier tout de suite. Et elle nous faisait plonger dans le monde arabe comme si c'était notre monde. Alors, bien sûr, avec la beauté de l'exotisme. Je me souviendrai toujours de la première fois qu'elle nous a fait écouter Atinin Naya Werenni de Férouz en cours d'arabe, où elle nous faisait écouter, traduire les paroles, etc. Elle nous faisait entendre Marcel Khalife. C'était magnifique, mais c'était naturel. C'est comme si c'était... effectivement, ça faisait partie de notre culture de façon spontanée et de façon absolue.
Et ça, je pense que vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement spécifique à Houda, qui venait de son caractère, de ce côté à la fois totalement entier et totalement humain qu'elle avait, et dont on se souvient tous aujourd'hui. Puisque notre honoré Moudir nous a rappelé une anecdote sur Houda, je ne résiste pas à l'envie de d'en rappeler une aussi. Donc Houda aimait beaucoup nous raconter ce qui lui arrivait dans sa vie quotidienne, effectivement dans le bus, quand elle préparait ses cours, etc. Et elle avait une voisine qui, nous disait-elle, lui empoisonnait la vie en tenant des discours racistes tous les jours contre les Arabes. Ah, les Arabes ceci, les Arabes cela, on n'en peut plus des Arabes. Et Houda, poliment, écoutait sans rien dire. Et puis un jour où quand même la mesure était un peu comble, elle lui a dit... alors elle nous décrivait sa petite voisine qui était une dame un peu âgée avec un petit caniche sur le bras, qui lui disait oui, puis les Arabes ceci, puis les Arabes cela. Et Houda a fini par lui dire mais écoutez madame, s'il vous plaît, je suis moi-même arabe, donc bon, c'est un petit peu déplacé. Et sa voisine la regarde d'un air stupéfait et lui dit arrêtez de blaguer, avec un petit geste du bras que Houda savait très bien refaire. Et je me souviens encore de ce sentiment d'indignation montant le long de la colonne vertébrale de Houda et lui donnant la chair de poule qu'elle avait en nous racontant cette histoire. Et je pense que pour tous ceux qui ont connu Houda, on se souviendra à la fois de son rire à faire s'écrouler les murs quand elle riait, et de ce sentiment d'indignation qui pouvait la saisir devant l'injustice, devant la bêtise, devant tous les filtres du racisme ou de l'ignorance quotidienne à laquelle elle était parfois confrontée, parce que oui, c'était une dame à l'accent roulant, oui, elle lisait en arabe dans les transports publics, et ça, je vous parle d'il y a 25 ou 30 ans, c'était pas hier, donc à une période où c'était encore plus considéré comme éloigné qu'aujourd'hui de notre quotidien franco-français et pariso-parisien. Voilà. Alors, puisqu'il faut parler un petit peu de ce qu'on fait, effectivement, comme l'a dit François Burgat, je tiens à mes deux casquettes. Donc, j'ai une casquette universitaire d'un côté. Je suis historienne, je suis spécialiste du Moyen-Âge et j'enseigne donc à l'INALCO, au Langso, au département d'études arabes, où des centaines d'étudiants subissent chaque année ma vision de l'histoire du monde arabo-musulman que j'enseigne sur toute la période du Moyen-Âge, donc on va dire même que je commence avec l'Arabie pré-islamique et je m'arrête quand les Ottomans arrivent. C'est long. Donc j'ai cette casquette-là. Mon terrain d'étude, c'est Bagdad, la Bagdad des 11e, 12e siècles, qui est peut-être pas tellement plus inaccessible que celle d'aujourd'hui, puisqu'on arrive à en parcourir les rues à force de lire des textes produits par les savants qui habitaient cette ville et qui en ont laissé une image. Et puis... Houda nous avait emmenés, on était ses étudiants, et elle nous emmenait chaque année faire un stage d'arabe dans un pays arabe. Alors elle nous emmenait pas à Beyrouth ou à Tunis, elle nous emmenait à Damas, elle nous emmenait au Caire, et plus tard elle nous a emmenés à Sanaa. Donc on était vraiment plongés dans un monde arabe peut-être encore plus lointain que ne l'auraient été des sas un peu plus rapprochés, disons, de ce qu'on connaissait. Et donc mon premier contact avec le monde arabe, ça a été Damas. C'était en 1993, parce que ça fait 25 ans que j'ai commencé à étudier l'arabe avec Houda. Et on nouait très vite des liens forts, je pense que tout le monde ici pourra en témoigner, avec ces sociétés qu'on découvrait, mais je vous dis, on les découvrait de façon comme si elles nous étaient vraiment tout de suite très proches, malgré les effets d'exotisme et de distance, etc. Donc j'avais beaucoup aimé la Syrie, j'y étais retournée pour d'autres stages et j'ai eu l'occasion d'aller y faire ma thèse. Et j'ai donc habité à Damas entre 2000 et 2004, après plusieurs séjours, et j'ai refait encore d'autres séjours après. J'y suis retournée d'ailleurs en 2010 pour un poste qui devait être un poste de 4 ans normalement. Mais comme ce qu'on appelle pudiquement les événements ont commencé, on a été déplacé après au Liban. Mais j'ai toujours gardé un contact fort avec la Syrie, avec la société civile, on va dire, syrienne.
Et donc, ma deuxième casquette aujourd'hui, c'est que non seulement je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Syrie, d'où la publication de ce numéro de la revue Vacarme, que vous connaissez peut-être, qui est une revue, disons, on va dire à la fois de pensée politique, philosophie, art, littérature. C'est une revue qui a beaucoup de casquettes, elle aussi. Donc, on a fait ce dossier sur la Syrie, qu'on n'a pas voulu appeler guerre, chaos, sang, cris, larmes, etc., comme tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la Syrie. On l'a appelé liberté, dignité, justice, ce qui est l'un des slogans des premières insurrections syriennes. Voilà. Je m'occupe aussi d'une association humanitaire qui travaille en Syrie pour délivrer péniblement de l'aide à destination des populations civiles syriennes. Et ça, voilà, je tiens beaucoup à ce côté-là de mon activité. Elle n'est pas académique, elle n'est pas universitaire, mais elle est très engageante et j'y tiens beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si je suis arrivée au bout de mon temps. Oui. Non, mais on aura, j'en suis sûr, la possibilité de rebondir. Ceux d'entre vous qui auraient des remarques négatives à faire à l'organisation, à la composition de ce panel, peuvent maintenant les faire au responsable qui est arrivé, fût-ce tardivement. Eric est parmi nous et on le salue. Moi, je vais m'intercaler là et donner la parole à Ouda quelques instants pour mentionner l'une des entreprises dans laquelle était très avancée Ouda, et que grâce à Hélène Boisson, es-tu là, Hélène? Non, mais elle sera là ce soir. On terminera. Ouda a sélectionné et traduit des extraits de littérature carcérale libyenne. Et donc, dans 8, 9, on avait rencontré en Libye les représentants d'associations de prisonniers d'opinion. Ça nous avait fait découvrir un monde absolument terrifiant et on avait eu l'idée de donner un peu de portée, d'écho à cette dimension de l'histoire contemporaine du monde arabe, qui était l'univers répressif, presque comparable. Je pense que la Syrie dépasse tout, mais Hama, on dit entre 900 et 1400 ou 1500 morts. Abu Salim, 1270 morts en 3 heures à l'arme automatique et à la grenade. Et donc, on a vu les gens de la prison d'Abu Salim, ils nous ont montré. Et Ouda donc, a accepté de sélectionner dans 9 ou 10 livres des extraits magnifiques de la littérature carcérale de la période de Kadhafi qui feront l'objet d'un... Enfin, Hélène Boisson est actuellement impliquée dans la finalisation du manuscrit. Des contacts ont été pris avec des éditeurs prestigieux. Ce livre sera remarquable. Voilà, il fallait qu'on dise ça de Ouda. Ouda n'a pas formé que des arabisants ou même que des littéraires ou même non des élèves, la juriste de l'équipe sans venir son tour. Non, mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont été marqués par l'ouverture au monde arabe et qui l'ont conservé au-delà. Je vais laisser à Isabelle Landreville le soin de le dire, mais qui a tourné d'abord son objet d'étude, qui a construit son objet d'étude en fonction de la rencontre avec Ouda et le monde musulman, mais qui après l'a transporté dans un autre domaine, qui est le travail d'une avocate qui est en partie mobilisée pour la défense des droits des étrangers. Isabelle ? Merci pour la transition. Donc, je ne suis pas normalienne. Je suis juriste et j'ai rencontré Ouda Ayoub en 1994, je crois, quand Vanessa y était. Et on se retrouve 25 ans après. On ne s'est pas revus depuis, vous voyez, grâce à Ouda aujourd'hui, à l'IREMO, à l'ENS. Merci à tous. Merci évidemment à Hélène Boisson, Éric Vallée, Alain Leclerc, le compagnon de Ouda, je pense qu'il est aussi pour quelque chose. Donc cette rencontre, disons, a été surtout fondamentale en 95 puisque j'y suis retournée quand j'ai pu observer l'attachement qu'avaient ces élèves de l'ENS pour cette dame et la passion qu'ils avaient pour l'arabe. Donc j'y suis d'abord allée en tant que touriste et puis j'y suis retournée moi aussi en tant que stagiaire. Je me suis un peu incrustée, on peut dire, dans ce groupe
normalien, voilà. Et j'ai appris l'arabe dialectal. Bon, je suis moins bonne qu'eux parce que je me suis arrêtée un peu en route. Mais ensuite, comme Ouda était très ouverte, comme l'a dit Vanessa, elle nous ouvrait pas simplement à la langue arabe, mais aussi à la culture. Donc, elle nous avait emmenés au CEDEJ, au Centre de recherche français au Caire. Et là, je suis tombée sur un article de Baudouin-Dupré sur la charia comme référent législatif. Et du coup, je me suis dit, tiens, on peut faire du droit, parce que, bon, venant quand même des facultés de droit, il faut le dire, à part l'histoire du droit et l'ouverture sur le droit romain et l'Ancien Régime, on va jusqu'à la Révolution française, un petit peu plus. Bon, il y a quand même de l'histoire contemporaine quand on choisit les matières de droit international, mais voilà, ça s'arrête là. Il ne faut pas trop en demander aux juristes, hein, surtout à cette époque où on était plutôt tourné, comme aujourd'hui, vers le droit commercial, le droit communautaire qui est devenu le droit de l'Union européenne et donc, on n'était pas tellement ouvert sur les mondes non européens. Donc, c'est vraiment ma rencontre avec Ouda, avec le Caire, et je dirais avec son Caire. Parce qu'en 1995, certains s'en souviennent, notamment Frédéric, qui est ici présent, il m'est arrivé une aventure. À cette époque, je n'étais pas avocate, j'étais victime, mais accusée en même temps. Et sans Ouda et son meilleur ami égyptien, Magdi, qu'elle appelait le Sphinx du Caire, qui était le propriétaire du Café Riche, donc près de Talat Harb, sans eux, je crois que peut-être je me serais retrouvée en Arabie Saoudite, ou je ne sais pas, mais bon, on avait été accusés de vouloir fumer du hashish, voilà, alors qu'on avait été simplement invités à boire un thé, et puis finalement on avait été drogués. Donc on a pu, grâce à l'ami de Ouda, renverser la charge de la preuve, parce que les témoignages avaient été transformés et on nous avait en fait accusés. Voilà. Donc ça a été une première rencontre avec le Caire un peu spéciale. Je ne l'ai pas dit à mes parents pendant 6 ans. Parce que voilà, j'étais quand même jeune et c'était un peu difficile d'en parler. Et Ouda était très inquiète pour moi et toujours, comment dire, plus qu'une grande sœur. Hein. D'ailleurs, je pense qu'elle était obligée à chaque fois durant ses stages de protéger, de surveiller ses élèves. Et je crois que ça devait être un petit peu compliqué pour elle et pas toujours très drôle. Voilà. Mais en tout cas, grâce à cet événement un peu spécial, je me suis retrouvée au Café Riche qui était en reconstruction avec aussi un autre personnage du Caire, il faut bien le dire, ce Magdi, qui avait fait venir les plus grands architectes et décorateurs d'Égypte pour refaire son café, qui avait quand même une histoire, hein, puisqu'il avait été créé au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Donc j'ai eu la chance, tous les soirs pendant un mois, d'être au contact de Magdi et de Ouda. Ensuite, j'ai décidé de faire un DEA d'études sur le monde arabe. Alors à Paris, pour les juristes, il y avait le laboratoire d'anthropologie juridique de l'Université de Paris 1. Et là, je me suis retrouvée dans un autre monde, un peu par hasard, mais avec des africanistes et des spécialistes plutôt du droit colonial sur le Maghreb. Bah oui, c'était les années 97, 96. Et j'ai décidé de faire mon mémoire de DEA sur la réislamisation du droit dans l'Égypte des années 80. Je dois dire, en étant très influencée par les travaux de Baudouin-Dupré, qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste du droit et de l'anthropologie juridique sur le monde arabe. Ensuite, j'ai décidé de m'installer au Caire et je suis donc partie 2 années en Égypte. J'ai enseigné le droit constitutionnel, l'histoire du droit à des Égyptiens
et des Africains dans le programme. Alors c'est l'IDAI, l'Institut de droit des affaires internationales, qui est rattaché à la Sorbonne et qui est en fait l'héritière de l'école française de droit du Caire, qui avait été créée pour concurrencer l'école quédiviale de droit du Caire, qui avait été sous l'occupation britannique, un peu récupérée par les Britanniques. Donc finalement, en tant que juriste, je me suis retrouvée aussi face à des choses un peu étonnantes, hein, parce que vous devez le savoir, l'histoire et des liens juridiques entre la France et l'Égypte est quand même liée en partie à l'expédition de Napoléon, mais pas seulement. Mais notre grand Napoléon, quand même, nous a laissé, ça je l'ai appris quand même en fac de droit, donc ce code civil qui a rayonné au-delà de la France et de l'Europe, dans toute la Méditerranée, et avec Mohamed Ali, donc, qui a chassé les troupes napoléoniennes et qui était méditerranéen, il a, en fait, avec ses premiers tribunaux, Majlis el-Toujar, donc de commerce, importé le code civil et surtout le code de commerce français. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une thèse en histoire du droit et je me suis intéressée à la question de la réception du droit français dans l'Égypte quédiviale, ottomane et britannique. Donc, je me suis plus particulièrement penchée sur la fin du 19e siècle et les grandes réformes engagées par le Redoui Ismail et son ministre des Affaires étrangères et de la Justice de l'époque était Noubar Pacha. Et j'ai arrêté mon travail aux années 49-50 avec en fait la promulgation du nouveau code civil égyptien de 1948. Qui est pour moi une césure sur le plan juridique parce que ça a été une tentative de synthèse entre la tradition juridique islamique, en tout cas le droit musulman revisité ou réinventé à l'époque coloniale. Et j'ai essayé de montrer les liens entre la réception du droit français qui tendait à la codification du droit dans tout le monde méditerranéen, que ce soit sous les sultans ottomans ou ensuite fait, mais imposé par les Français en Algérie. Vous avez une codification du droit qui s'opère dans toute cette région. Donc j'ai arrêté mon travail aux années 50 parce que pour moi, là, ce n'est pas que l'indépendance on va dire, de l'Égypte et le coup d'État, mais c'est surtout sur le plan juridique une véritable synthèse et la fin des tribunaux mixtes qui était devenu en fait le symbole de la domination européenne et britannique en Égypte. Voilà. Alors ensuite, avec une thèse en histoire du droit, chez les juristes, ça mène pas à grand-chose. Voilà. Surtout quand on revient du Caire et qu'on a en face de soi des gens un peu obtus et fermés, comme c'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Les juristes sont moins ouverts que les historiens ou les linguistes ou les politologues ou les sociologues. Donc, j'ai décidé de reprendre des études de droit, pas tout à fait, puisque j'avais un DEA et une thèse en droit. Je suis devenue avocate. Voilà. Et donc, de la migration du droit et des juristes voyageurs moyen-orientaux et européens de l'entre-deux-guerres, je suis passée à la défense des migrants. Donc je fais voilà, et je défends donc les migrants et les demandeurs d'asile dans un contexte, je dois le dire, voilà, compliqué. Je suis allée, alors j'ai eu la chance d'être sélectionnée par le Conseil des barreaux européens, dont j'ignorais l'existence. Bon. Voilà, nous sommes représentés à Bruxelles. Nous cotisons pour une association qui se prénomme le Conseil des barreaux européens et qui a quand même eu l'idée de créer une mission juridique dans les hotspots, et notamment à Moria, dans le camp de réfugiés de Moria à Lesbos. Donc ils ont décidé d'envoyer des avocats là-bas puisque
nous n'étions pas visibles et à part disons, le système d'asile européen et Frontex et la sécurité, il n'y avait pas de défenseurs de ces demandeurs d'asile dans des camps de réfugiés devenus en fait des camps de tri où on leur impose de faire leur demande d'asile à Lesbos, sur une petite île où il n'y a que des oliviers et aujourd'hui des militaires. Voilà, ça a été une expérience aussi fondatrice que je relierai aussi à Ouda parce que on n'a jamais perdu le lien avec Ouda et Ouda a toujours, comme vous l'avez souligné, été une personne indignée qui a mené de nombreux combats, peut-être peu connus, mais par exemple, je sais qu'elle a soutenu des étudiants et des étudiantes étrangers, mais pas seulement, quand ils avaient des difficultés, parfois très graves. Ça pouvait aller d'un problème de titre de séjour, mais également de harcèlement sexuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut du courage. Donc, c'était une femme sans compromission. Et pour moi, je dirais que, comme a dit Vanessa, elle a été importante dans mon parcours universitaire, professionnel, mais aussi personnel en tant que femme. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de femmes ici. Finalement, elle n'était pas une féministe au sens politique ou engagée politiquement, mais je crois qu'en tout cas, moi, elle m'a permis de m'émanciper. Alors, en passant par le monde arabe, alors peut-être aussi voilà ce que tu disais, d'apprendre à se connaître, à faire un bout de chemin avec soi-même. En vivant des expériences de confrontation à l'autre et à soi. Et je dois dire que ces allers-retours, à la fois entre le monde arabe et la France, sont riches aussi d'enseignements aujourd'hui dans ce que je fais, parce que je me mets aussi à la place des personnes que je défends, qui ne comprennent pas le français, qui sont face à un système, ma foi, pas toujours très juste, hein, comme hier, j'étais devant le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bobigny. On va, paraît-il, sûrement nous délocaliser cette salle d'audience pour qu'on soit plus proche de l'aéroport et de pouvoir expulser plus facilement. Il y avait une mineure de 17 ans et j'ai été obligée de rappeler quand même s'il y a un administrateur ad hoc et son représentant pas vraiment, j'ai été obligée quand même de rappeler aux représentants de cette mineure qu'il fallait pas donner des informations à l'avocate de la police aux frontières quand même si elle avait l'air gentille. Voilà, des choses qui ont l'air simples, mais qu'il faut rappeler aussi au juge des libertés et de la détention qu'il n'est pas simplement juge de la détention, mais aussi de la liberté, garant des libertés individuelles. Et on se doit de protéger les mineurs isolés étrangers qui, je le rappelle, sont plusieurs milliers à vivre dans des conditions assez inhumaines, maltraités par les institutions françaises et européennes, parce que là, je crois qu'il n'y a pas de meilleur pays voilà, quand on parle de la Bulgarie, c'est atroce. L'Italie, c'est pas mieux, puisque vous devez en entendre aussi parler. Ce qu'ils font aux demandeurs d'asile en Italie, c'est qu'ils leur font signer de force des documents sans qu'ils comprennent ce qu'ils signent. Et ce sont des obligations à quitter le territoire italien. Et quand ils arrivent en France, on les renvoie en Italie. Et là, on peut facilement soit les mettre en prison ou les expulser. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense souvent à Ouda. Et je dois dire qu'elle me donne du courage. Parce que parfois, c'est pas facile. Mais je crois qu'Ouda était un exemple de courage. Et une force morale aussi. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir invité et puis de pouvoir reparler aussi de Ouda. Je connaissais l'épisode qui est mythique, hein, l'épisode du hashish dans le Khan Khalili. Je ne connaissais pas l'héroïne. Donc là, je suis quand même... Il faut savoir que c'est quand même un grand moment. Alors, l'histoire complète, on ne la dira pas, mais l'héroïne est mise en scène. Alors, il faudra vérifier à l'arrière d'une moto. Je ne sais pas si tout ça a eu lieu comme ça. Slalomant dans la vieille ville, emporté vers son destin tragique, où Ouda va la sauver. Enfin, on interviewera ultérieurement.
Je crois que c'est important ce que vous avez dit, c'est la langue arabe, c'est pas seulement connaître l'outil de communication de l'autre, c'est connaître l'autre, se connaître un petit peu mieux soi-même. Et je pense que c'est très, très exemplaire. En fait, celui dont j'ai dit du mal tout à l'heure, qui a composé le panel, l'a remarquablement bien composé, parce qu'il était important qu'on voit que la langue arabe, ça a pu nourrir des vocations dans le domaine du combat de cette relation à l'altérité. Ève de Dampierre Noiret, vous nous amenez sur le terrain de la littérature comparée. Vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes venu de Bordeaux ou vous êtes quand même en fait, en ce moment, j'habite au Maroc depuis 3 ans. Ah bah d'accord. Donc en ce moment, je ne suis plus maître de conférence, mais je vais bientôt le redevenir. Bon, là, c'est Eric donc, qui a fait une erreur de plus dans le CV. Mais on va parler de plusieurs choses, mais notamment d'un essai que vous avez fait, qui est votre thèse, qui a été tournée grâce à la langue arabe en direction de l'Égypte, et où vous avez collecté, vous avez écrémé des regards littéraires sur tous les registres de la littérature, le roman, l'essai, la poésie, d'auteurs égyptiens et d'auteurs français qui nous dressent un portrait forcément précis. Les littéraires le sont plus encore que les juristes, on le sait bien, malgré leur handicap de départ, des transformations de l'Égypte pendant le XXe siècle. Et puis on me dit que vous vous intéressez également plus récemment à la poésie de Mahmoud Darwish. Merci. Je trouve ça très intéressant en fait d'entendre effectivement tout ce vers quoi Ouda a pu nous mener les uns les autres. Et mon parcours est, je pense, beaucoup moins plein d'aventures que le tien. Et je reviendrai peut-être moins sur mon parcours que sur des choses qui sont vraiment liées à Ouda, même si j'essaierai aussi de ne pas parler que de Ouda, parce que sinon je risque de parler pendant très longtemps. Il est difficile, comme tu le disais, de trouver un véritable lien scientifique, mais il y a ce point de départ qui est la langue. Et pour moi, ça a vraiment été le cas. C'est-à-dire que j'ai rencontré Ouda à l'école normale où elle m'a, je crois qu'elle m'a poussée dans un couloir. Elle m'a poussée vers, excuse-moi Frédéric, mais la chambre de Frédéric Boyer, qui était trésorier d'un voyage au Caire. Hein. C'était uniquement en tant que trésorier qu'elle m'a dit « Va voir Frédéric Boyer, tu pars avec nous au Caire ». Je lui ai dit « Mais j'ai jamais fait d'arabe ». Elle m'a dit « C'est pas grave, tu viens ». Et Ouda est quelqu'un qui, pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure, moi m'a toujours donné l'impression qu'en fait, même si on parlait, au départ on parlait pas la langue, en fait c'est comme si on la parlait déjà, on était déjà dans la famille. Et je suis très émue de revoir après pas mal d'années des élèves de Ouda comme moi qui avons été là dans les mêmes années, qui eux se sont, je pense, plus vus après que moi, parce que Ouda, on a parlé tout à l'heure d'un lien filial ou d'un lien familial avec Ouda. Je pense que ça serait très banal de dire que elle avait quelque chose de très maternel avec nous, mais j'ai toujours senti avec vous qu'on avait quelque chose, nous, de très maternel avec Ouda aussi, parce qu'il fallait qu'on s'occupe d'elle aussi. C'était un peu nous qui étions la maman de Ouda. Donc ça, c'est simplement pour un petit clin d'œil à ce qui a été dit. La langue, voilà, pour moi, était le point de départ, c'est-à-dire que Ouda m'a proposé, m'a incrusté, comme on pourrait dire aujourd'hui, dans un voyage au Caire qui concernait les élèves qui faisaient de l'arabe, ce que je ne faisais pas. Et à ce moment-là, il y a eu d'abord une certaine gloire pour nous, puisque c'était l'été 98 et que la France était en train de gagner la Coupe du Monde, ce qui a quand même rendu le séjour très agréable pour les Français que nous étions, puisque à chaque coin de rue, on acclamait Zinedine Zidane et Bernadette Chirac. Alors, je n'ai jamais compris le lien entre les deux, mais c'était absolument unanime. Et on nous confondait avec ces deux personnages mélangés, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça nous convenait. Et voilà, ça a été la découverte du DEAC, d'abord un été, puis une année, puis ensuite j'ai passé quelques années en Égypte, disons en gros entre la fin de l'année 99 et à peu près 2003, où j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement du département d'études arabes du Caire, qui avait, je m'en suis rendu compte bien après, des principes qui étaient, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, d'abord quelque chose que j'appellerais vis et parle, et puis tu comprendras après, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord parler, et que ce qu'on parlait, c'était le dialecte. Donc c'est exactement le contraire de l'expérience que tu racontes. Moi, je ne savais même pas écrire toutes les lettres de l'alphabet, puisque je n'avais jamais fait d'arabe. Et il y avait beaucoup d'heures de dialecte. Et du coup, on avait la possibilité de commencer déjà à parler, même si on ne savait pas encore vraiment écrire.
Et Ouda, contrairement à d'autres professeurs très respectables par ailleurs, mais que j'ai eu dans ma vie, ne m'a jamais poussée à cette dissociation. Ne me disait pas, tu n'arriveras jamais à faire ça si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas confondre, etc. Au contraire, quand je lui parlais de ce que je vivais en Égypte à ce moment-là, etc., elle me disait, d'abord tu parles, tu vas apprendre après. Effectivement, bon, il a bien fallu à un moment donné se mettre à apprendre l'arabe classique. Donc, ça, c'était un principe du DEAC. Un autre principe que j'ai aussi mesuré en allant voir comment l'arabe était enseigné dans d'autres pays, c'est le refus de la transcription, qui me semble fondamental, en fait. C'est-à-dire qu'on était obligé d'apprendre les lettres arabes, ce qui paraît complètement évident, mais ce qui ne l'est pas. Et qui crée, je pense, cette espèce de langue transcrite dont on a besoin évidemment parfois pour des textes universitaires, etc. Sur laquelle il ne s'agit pas de cracher, mais crée comme une espèce de troisième langue intermédiaire entre l'arabe et puis la langue traduite ou entre autre chose. Enfin, s'interpose comme ça, comme une forme d'éloignement en fait de la langue arabe. Ressentie par ceux qui pourraient ou devraient la parler plus. Et là, je pense plus à ce que j'ai découvert beaucoup plus récemment dans ma vie et que j'ignorais absolument à l'époque, qui est le Maroc, en l'occurrence. Donc, puisque j'ai décidé il y a quelques années qu'il fallait arrêter de snober le Maghreb et de réduire le monde arabe uniquement au Moyen-Orient, et que c'était quand même intéressant d'aller voir un peu ce qui se passait du côté du Maroc. C'est la raison pour laquelle j'y suis, mais j'y reviendrai pas maintenant. Donc le Caire, ça a été aussi la découverte d'un rapport à l'espace, c'est-à-dire habiter dans une ville qui est marquée par ça semble un peu banal de dire ça, mais qui est un espace postcolonial, qui est marqué par un certain fonctionnement de pouvoir, avoir soi-même un statut de français malgré soi, c'est-à-dire qu'on peut apprendre l'arabe, vouloir tout faire en arabe, etc. Bah, welcome, quand même. Welcome tous les jours, tous les matins. Et on souffre aussi de cette... ça semble très étrange, mais c'est devenu après quelque chose à quoi je me suis intéressée dans la littérature. Donc... une autre chose qui a été intéressante, toujours grâce à Ouda, qui m'a vraiment poussée à vivre un certain temps en Égypte, c'est la découverte que le terrain est fondamental, mais que le terrain de recherche n'est pas pris en compte, est très peu pris en compte dans une discipline comme la littérature comparée. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait, malgré la richesse de l'apprentissage de la langue et de tout ce que la vie quotidienne apportait et des gens que j'ai pu rencontrer au Caire, un certain vide d'encadrement de la recherche dans ce domaine un peu de la littérature. C'est-à-dire que je n'étais ni rattachable, par exemple, au CEDEJ, ni dans un cursus de langue qui aurait été lié aux langues orientales, etc., mais dans un espace où pourtant le lien avec l'espace, avec la ville, surtout, était fondamental. Alors grâce à Ouda, donc, cette langue arabe que j'ai apprise et qui était au départ vraiment purement de l'égyptien m'a permis par exemple de faire ma thèse, c'est-à-dire de travailler sur la langue, puis le pays, puis la littérature arabe et également des textes d'auteurs français, anglais, italiens qui avaient vécu en Égypte. C'était un petit peu l'idée de mon travail de thèse dont j'ai fait après un essai, qui était de comprendre comment la transformation politique de l'Égypte avait été perçue dans la littérature par des gens qui étaient soit des Égyptiens, avec tous les enjeux de réappropriation nationale dans la littérature, de transcription de l'histoire des révolutions, etc., mais aussi par des étrangers qui n'étaient plus des voyageurs et qui sentaient que l'époque des voyageurs était révolue, d'une certaine façon, qui avait une sorte de complexe de l'étranger en Égypte et qui, d'une manière ou d'une autre, avait créé un lien de sédentarité avec l'Égypte, et ce, par la littérature. Donc, que ce lien soit reconnu ou non par les lecteurs égyptiens. J'ai par exemple beaucoup interrogé des écrivains égyptiens, d'où l'intérêt aussi de parler l'arabe, puisque ces interviews n'auraient pas été possibles sans cela, sur leurs œuvres, mais aussi sur leur lecture de livres dont je savais qu'ils les détestaient, comme Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Dorel, par exemple. Et ça m'a amené à quelque chose qui a été une autre question qui m'occupe maintenant aussi, qui est la question de la question des catégories que nous avons en littérature pour penser d'autres littératures. Donc ça a donné un travail commun, notamment avec Carole Boisdin, qui est là à plusieurs reprises, parce que c'est des questions qui nous intéressent, même si on ne travaille pas toujours sur les mêmes objets. C'est-à-dire notamment le gros problème de la fiction. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous renvoie à Ouda,
puisque c'est Ouda qui m'a fait connaître un très joli petit texte de Alay Laswani qui est la préface du livre qui est traduit en français, du recueil de nouvelles qui est traduit en français sous le titre « J'aurais voulu être égyptien ». Et dans cette préface, de manière un peu stéréotypée certes, mais il prend l'exemple de la première séance de cinéma qui a eu lieu à Alexandrie en 1896 et de la nécessité pour le monsieur qui vendait les billets de dire aux gens ce n'est pas un vrai train parce que les gens se jetaient sous leur chaise, etc. Et il prend plusieurs exemples. Alay Laswani, il raconte aussi comment est-ce qu'il a contourné la censure en écrivant un démenti, en disant « Moi, auteur de ce livre, j'accepte le fait que je ne cautionne pas du tout les pensées de mon personnage principal, etc. etc. J'écris ce démenti à la demande du directeur de la censure, etc. etc. » Donc il raconte tout ça dans ce livre que je me souviens très bien d'ailleurs de Ouda me dictant au téléphone ce texte parce que je devais en parler dans un congrès et que j'avais oublié mon livre. Je ne sais pas où, et du coup, elle me dictait le passage. Et on rigolait parce que c'était drôle. Donc, toute cette question des catégories, des outils eurocentrés que nous avons en tête et qui nous rendent incapables parfois d'aborder des littératures dans lesquelles la notion de fiction n'a pas du tout le même sens. J'ouvre pas mal de choses à la fois, mais c'est plutôt pour... voilà, je ne vais pas être trop longue. Ce qui m'a beaucoup intéressée aussi à cette époque-là, de manière que j'ai ressentie, mais que j'ai retrouvée après dans des travaux de chercheurs sur l'Égypte, comme Richard Jacquemont, par exemple, c'est toute la question toute l'interrogation sur le rôle des intellectuels, ou plutôt le rôle de l'écrivain. C'est-à-dire, existe-t-il une possibilité pour la littérature de s'émanciper d'une fonction... Enfin, de se libérer d'une fonction d'émancipation sociale politique, c'est-à-dire que je me suis beaucoup interrogée sur la possibilité pour un écrivain d'être autre chose qu'un porte-parole d'une forme de volonté de démocratisation du pays, ce qui nous renvoie aussi à toute la question de la traduction, de qu'est-ce qu'on traduit de cette littérature arabe, pourquoi on traduit certaines choses et pas d'autres. Enfin, les sujets sont peut-être un petit peu liés les uns aux autres. Voilà, donc Ouda, je voudrais dire deux choses pour terminer. D'abord, parce que j'ai beaucoup aimé ton récit des moments de joie qui étaient liés à Ouda. Moi, j'ai souvenir de manière beaucoup moins pittoresque, hein, j'en suis désolée, de deux moments de grande joie et aussi de grandes découvertes liées à Ouda. Il y en a beaucoup, mais là, j'essaye d'en sélectionner deux. L'un, c'est la traduction des poèmes de Amjad Nasser il y a 15 ans, donc poète jordanien, dont quelque chose était traduit, mais Ouda a décidé que ça n'allait pas du tout. Et donc, nous avons tout retraduit dans le bureau d'Ouda, qui à cette époque était au rez-de-chaussée, au fond, là, derrière la cour, pendant des heures et des heures et des heures, en fumant un immense nombre de cigarettes et en ayant cette découverte, en fait, de la traduction en famille, en fait. D'être une famille en train de traduire. C'est quelque chose... qui a beaucoup compté pour moi et que j'essaye de continuer à faire, même si parfois la famille, c'est que 2 personnes ou une seule personne. Mais... Donc la découverte de la traduction, et en particulier de la traduction de la poésie, et de traduire ensemble. Voilà. Ça, c'est une chose. Et une autre chose que Ouda m'a apprise et qui est vraiment liée à la langue arabe, c'est quand on parlait de décloisonnement, c'est d'abord le décloisonnement d'une langue à l'autre. Alors effectivement, c'est plus facile quand on parle égyptien au départ d'être compris partout. Ça, j'en ai fait l'expérience. En parlant avec des Yéménites, des Irakiens, ça marchait à tous les coups. C'était absolument merveilleux. En allant voyager en Jordanie, venant de l'Égypte, les gens nous disaient « Mais vous êtes égyptien ?» alors qu'on était tout un groupe de Français, mais parce qu'on parlait de l'égyptien. Et donc, c'était comme une sorte de sésame. Donc, il y a cette porosité des langues, et d'une part, mais à l'intérieur de la langue arabe, parce que c'est ce que j'aime le plus dans la langue arabe, c'est que c'est aussi tous ces étages possibles entre le dialecte et le classique. Et c'est pour ça que j'adore écouter la radio au Maroc, surtout les émissions sportives, parce que là, on est il y a 15 langues à la fois, c'est extraordinaire à entendre. Mais un jour, j'ai dit à Ouda, apprends-moi, je ne comprends pas si je dois vous voyer ou si je dois tutoyer les gens. Moi, en bonne française, je veux savoir si on dit tu ou si on dit vous. Alors je disais, si je dis enti, c'est trop familier, si je dis enta. Mais en même temps, je ne vais pas dire hadretak, c'est trop. Et alors Ouda m'a dit, tu commences la discussion
temps en temps, tu dis hadretak, et puis bon, après tu dis enta. Si tu vois que l'autre en face est un petit peu crispé, tu te mets à dire beaucoup de hadretak, c'est-à-dire toutes les 3-4 mots, tu rajoutes, tu dis hadretak entali, machin, etc. Tu continues. Et si tu vois que l'autre est assez cool, tu enlèves petit à petit les hadretak et tu vas aller vers un enta qui va être. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout, ça vaut pour le vocabulaire, ça vaut pour. Voilà. Pour moi, ça a été vraiment un grand enseignement de Houda, ces 2 petites anecdotes. Et pour terminer, revenir, puisqu'on est censé parler de notre parcours, mais alors je vais vraiment, ça sera en guise de conclusion. Aujourd'hui, je travaille sur la traduction à la fois en tant que pratique, mais aussi en tant qu'enjeu et domaine de recherche. Et notamment, j'ai contribué à un énorme projet qui s'appelle l'histoire des HTLF, Histoire des traductions en langue française, et à un chapitre consacré à la prose arabe traduite. Malheureusement, ça s'arrête en 2000, alors qu'il y a des tas de choses à dire à partir de 2001, justement, et 2011, etc. Mais le projet s'arrête à la fin du XXe siècle. Je m'intéresse aussi à des tas d'enjeux, je dirais, beaucoup plus classiquement postcoloniaux dans la littérature, dans quelle mesure les textes littéraires sont les lieux d'une forme de domination, les questions de bilinguisme colonial, de déchirement linguistique, etc. Mais je suis très réticente aussi à l'égard de l'étiquette postcoloniale, qui me semble être devenue aussi le réceptacle de tout un ensemble d'études qui ne sont pas inintéressantes, mais qui perdent leur valeur du fait d'être traitées ensemble. Je trouve la notion de minority studies est quelque chose que moi je ne cautionne pas, parce que je trouve que ça rend caricatural chacune de ces minorités. Donc ça, c'est un autre problème. Et effectivement, à partir de cette première déviation qui a été la langue arabe, là je suis en train de bifurquer vers la poésie. Je suis très surprise moi-même de me rendre compte que depuis plusieurs années, je ne travaille plus que sur de la poésie, avec le fait d'avoir créé ce programme d'agrégation avec Carole Boisdin qui est là, et Émilie Pichereau qui n'est pas là, autour de l'œuvre de Mahmoud Darwish, donc qui a occupé pour la 2e année les agrégatifs de lettres modernes, et qui nous a occupé nous beaucoup aussi pour écrire sur ce programme. Et puis je travaille en ce moment sur la poésie très contemporaine, alors égyptienne, syrienne aussi, à travers un certain nombre d'auteurs, en essayant de m'interroger, je terminerai là-dessus, sur la possibilité pour cette poésie sur la façon dont le modèle de l'épopée, ou les différents modèles de l'épopée occidentale, homérique, virgilienne, ou de l'épopée arabe, dont tout cela peut être un modèle pour une poésie qui ne peut plus dire un sentiment de cohésion nationale, etc. C'est-à-dire, j'essaye de travailler sur le lien entre cette poésie contemporaine et la dimension politique du modèle de l'épopée. Voilà, merci. Si j'osais, je crois que je vais oser pour exprimer mon adhésion à la richesse et à l'enthousiasme de la palette que vous nous avez développée. Je dirais « Mouchkeda walla et ». Et je ne le dirais pas tout à fait par hasard, parce que Mouchkeda walla et, c'était la phrase de chute d'une émission que normalement tout étudiant du DEAC devait écouter tous les matins, et qui s'appelait « Kelimatain wa Bess ». Et ça durait seulement 1 minute ou... Non, c'est pas Kelimatain ou Dakakatain. Kelimatain ou Bess. Et ça se terminait tout le temps par la suite, Mouchkeda walla et. Et puis je résiste pas. Après avoir dit à Alain qu'à tout moment tu peux nous interrompre et nous raconter l'histoire du petit poisson jaune. Si tu te sens... Mais moi, je rajouterais une anecdote qui n'est pas strictement liée à Houda, mais à la centralité de la langue arabe, et que j'aime beaucoup aussi radoter. C'est accueillant un ami sociologue maghrébin à l'aéroport du Caire, et me dit oh, c'est la première fois que je me trouve dans un pays où tout le monde parle comme au cinéma. Et la clé de la centralité, surtout il y a 20 ans, maintenant ça n'a plus sens, mais avant le cinéma ne venait pas de Syrie comme maintenant, mais avant c'était l'Égypte, exclusivement l'Égypte. Donc ça a un tout petit peu baissé, parce que moi je me suis rendu compte en rentrant d'année à année au Caire, en me mentant à parler souvent arabe avec des amis en fait qui étaient palestiniens et qui arrivaient en France ne parlant vraiment pas du tout français. Donc du coup
il me disait Taki, Halfi Musalsalat Ramadan. Oui, voilà, c'est ça. Les feuilletons Voilà. Il me disait, les feuilletons du Ramadan. La blonde en nuisette là qu'on voit dans les bus quand on traverse le Dans les Sinaï. feuilletons de Ramadan. Voilà. Ouais. Tout ça pour dire que bon, il y a même si moi j'ai un petit penchant pour les stages qui se sont déplacés vers le Yémen, les stages du Caire avaient quand même une raison d'être. Entrer dans le dialectal arabe par la porte du dialectal égyptien, bien sûr, c'est la grande porte. Je voudrais glisser encore une petite tranche des activités de Ouda en m'en faisant l'interprète ambassadeur. Ce matin, avec beaucoup d'émotion, j'ai parlé à quelqu'un à Sanaa et je lui ai dit, mais on va mentionner ton nom puisque c'est quelqu'un qui joue aussi, qui est une pièce quasi maîtresse de la relation du Yémen à la France via Ouda Ayoub, qui est Ibtissam Moutawakil, qui vous salue toutes et tous. Ibtissam Moutawakil est une poétesse, l'avant-garde de la poésie yéménite féminine, mais je ne veux surtout pas la réduire à sa féminité, mais elle n'en était que plus remarquable. Et elle a été l'un des terrains d'expression d'une institution qu'il faut absolument mentionner, qui était l'atelier de traduction de l'ONS. Donc l'ONS, dans le prolongement des enseignements, et on aurait peut-être dû le mentionner dans le triptyque, j'ai dit les cours, les stages et la semaine arabe. Non, il faut dire aussi l'atelier de traduction de l'école, qui s'est beaucoup consacré à des travaux littéraires et de poésie, et notamment ceux de Ibtissam. Il y a un ordre dans la tête d'Éric Vallet, parce qu'il nous a suggéré de commencer par un doctorant de l'Orient, par l'Orient d'un doctorant, et nous allons conclure par l'Occident, par le Maghreb d'une doctorante. Donc tout ça, sous des déconcertants, avait tout de même une grande rigueur. Merci. Merci Éric. Donc Déborah Pérez est doctorante à Aix-Marseille, mais aussi à l'IEP d'Aix-en-Provence, mais aussi dans un laboratoire de l'ENS-EHESS. Et elle travaille sur le nouveau personnel politique dans la Tunisie post-révolutionnaire. Elle va nous dire comment les cours de Ouda lui ont été profitables, mais je vais dire que Ouda est également l'artisan d'un stage historique au SCAC de Jérusalem. Et pourquoi c'est bien qu'on fasse ce petit tour par Jérusalem? Parce que ça permet aussi de mentionner un autre nom d'un homme charnière du réseau diplomatique, enfin du réseau intellectuel puis diplomatique de Ouda Ayoub, qui était Benoît Tadier. Benoît Tadier et son père et son frère. Voilà. Déborah. Merci beaucoup. Donc oui, Ouda a été ma professeure d'arabe depuis 2009. Et en fait, c'est surtout après qu'elle a joué un rôle très important pour moi, parce que j'ai été très mauvaise en arabe, autant le dire tout de suite, et je le suis restée, malheureusement. Mais ce qu'il y a d'incroyable avec la manière dont Ouda gérait ses cours, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, même si qu'on parle, qu'on ne sache pas parler, tant qu'on était là et qu'on participait, ça y était, on faisait partie de la dynamique, on était lancé. Et je me suis retrouvée dans ces cours d'arabe un petit peu par hasard, en fait, puisque c'est une amie qui m'a dit « Ah, si tu viens de rentrer à l'ENS, il faut absolument que tu ailles suivre les cours d'arabe, tu vas adorer la prof. » Et donc, je suis allée en cours d'arabe. Et là, ça a été un peu le moment où, progressivement, j'ai un peu rencontré l'autre, parce que c'est tellement cliché et caricatural que ça faisait beaucoup rigoler Ouda, et moi aussi, ça m'a fait pas mal rire. Mais je suis arrivée dans cette école, peut-être pas toute pétrie de l'idée, mais bon, avec quand même, en passant pas mal de vacances en Israël, en connaissant très bien les Israéliens, très peu les Palestiniens, pas du tout les Arabes. Et là, ça a été vraiment l'occasion d'une rencontre, d'une mise à distance, d'une déconstruction de mes préjugés assez fondamentales. Et après un an de cours d'arabe, un voyage au Caire qui avait été génial, j'ai demandé à Ouda si c'était pas possible d'aller passer un peu de temps en Palestine. Et donc, elle m'a dit
aucun problème, tu vas voir Benoît Tadier, tu vas passer 6 mois là-bas, tu vas travailler à Ramallah, ça va être formidable, tu vas voir. Et alors là, ce dont je lui suis vraiment extrêmement reconnaissante, c'est que non seulement elle m'a envoyée là-bas, non seulement quand après coup, je lui ai dit qu'en fait, je voulais faire de la recherche et pas du tout passer l'ENA, ce à quoi j'étais plutôt destinée au départ, c'est que donc voilà, elle m'a trouvé des cours à donner, elle m'a aidé à rencontrer mon directeur de recherche. Et en plus, elle a quand même contribué à gérer la relation émotive à toute cette... ma relation est forcément assez émotive à toute cette reconversion. Et qu'elle a créé une sorte d'axe du stress avec ma mère qu'elle gérait au fur et à mesure de mes terrains. Alors, voilà, la première fois que je suis allée en minibus à Ramallah, elle m'a appelée tout de suite. Elle m'a dit « Tout va bien, Déborah. J'ai eu ta mère. Elle est très contente. Je lui ai dit que tu faisais des choses passionnantes, merveilleuses. » Puis ça a continué comme ça d'année en année. Alors après, il y a mon directeur de recherche qui s'est ajouté à cette triangulaire de l'axe du stress. Donc quand j'ai allé à Kasserine, puisque après j'ai commencé à faire du terrain en Tunisie, et je me suis intéressée à cette région qui est à la frontière algérienne, perdue dans les montagnes, où c'est un terrain qui est considéré comme assez dangereux. Sauf que moi, du coup, je restais y dormir, je m'étais fait des amis là-bas, et je me déplaçais avec les transports en commun locaux. Et donc là, encore une fois, alors que mon portable coupait quand même assez souvent, parce que c'est pas une région qui est très bien reliée au réseau tunisien, j'avais quand même des petits coups de fil de Ouda de manière assez fréquente qui me disaient « Ne t'inquiète pas, j'ai eu tout le monde au téléphone, ton directeur de recherche est très rassuré, ta mère aussi. » Bon. Donc vraiment, elle m'a permis du coup de cette manière-là de faire quand même énormément de choses. Du coup, oui, je crois que c'est quand même son enthousiasme de découvrir comment les gens vivaient qui m'a beaucoup poussée et qui m'a du coup permis d'aller un petit peu dans tous ces terrains. Et donc là, je voudrais mettre l'accent sur 2 traits de caractère d'Ouda, parce qu'on disait que c'était pas évident de trouver un lien, mais je crois qu'il y en a quand même un qui est d'abord, il y a la question de l'empathie, parce que Ouda, elle avait développé une empathie assez incroyable, non seulement pour ses élèves, mais aussi pour leurs objets de recherche. Et on a tendance à... vous savez bien qu'il y avait le Golfe, et puis il y avait le Proche-Orient, mais le Maghreb, pour elle, c'était pas un terrain qu'elle connaissait particulièrement bien, c'était pas... Finalement, au fur et à mesure de nos discussions, ou pendant qu'on écossait les petits pois, je lui racontais les députés à l'Assemblée constituante, elle se prenait d'empathie, en fait, pour ces députés, pour leurs déboires, pour leurs histoires, pour leurs difficultés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup infléchi, qui a beaucoup mis en forme notre manière de faire de la recherche. Parce que quand on fait du terrain en sociologie, l'important, c'est aussi de développer de tisser des liens avec nos enquêtés, de créer des événements, de créer ce truc qui va faire qu'un entretien se passe bien et qu'on y apprend des choses et qu'il y a un contact qui se noue. Et là-dessus, je pense que la manière qu'avait Ouda d'enseigner nous a beaucoup porté. Et donc la deuxième chose, mais ça on en a à peu près tous parlé, c'est la question de l'altérité. Donc voilà, pour dire quelques mots sur mes recherches actuellement, du coup je travaille sur la manière d'entrer en politique pendant une révolution à travers le cas des députés qui ont été élus en 2011, donc après le départ de Ben Ali, en Tunisie. J'ai mené du coup une enquête ethnographique à l'Assemblée, c'est-à-dire que je me suis installée pendant 1 an et demi et j'ai posé mes valises au Palais du Bardo, là où les députés se réunissaient quotidiennement. Et ce qui m'a beaucoup intéressée là-bas, c'était la manière dont en fait, les élus interagissaient entre eux et dont ils étaient formatés par l'institution, la manière dont ils investissaient leur rôle tout au long de ces 3 années qu'a duré le processus de rédaction de la Constitution tunisienne, un processus un peu heurté, un peu long, un peu douloureux. Et là où, en fait, ce qui a été particulièrement saillant dans cette enquête, c'est que ça m'a permis de déconstruire en fait l'opposition qu'on a tendance à faire en Tunisie, où quand on regarde la manière dont est structuré le champ politique depuis la Révolution, on va dire ah oui, clairement il y a d'un côté il y a les islamistes et puis de l'autre côté il y a les modernistes. Et alors les modernistes, c'était donc l'élite traditionnelle tunisienne qui était aux affaires avant 2011, qui s'était proclamée moderniste, qui se proclamait aussi intelligentsia, on va dire aussi élite naturelle, on va aussi dire... et puis,
progressiste, et puis bon an, mal an, du coup, il s'appelait, par raccourci, c'était un raccourci très pratique, peut-être, il s'appelait aussi les démocrates. Et donc, au point que le principal groupe de l'opposition au sein de l'Assemblée constituante s'appelait le groupe démocrate. Et là, c'était des gens vers qui, moi, j'aurais eu tendance peut-être à aller naturellement, parce que on s'habillait pareil, on allait dans les mêmes restaurants. Quand on se retrouvait à Paris, par exemple, c'était dans les mêmes cafés. Il y avait une espèce de... oui, voilà, ça me semblait être mes alliés de terrain les plus évidents. Et en fait, ça, c'est la méthode Ouda, c'est aller chercher l'altérité là où on s'y attend le moins et trouver l'identité, pas au sens d'identitaire, mais au sens de similarité, là où on s'y attend le moins aussi, là où c'est peut-être le plus improbable. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, je me suis rendu compte que ces alliés de terrain mettaient des choses bien différentes derrière les termes que nous employons. C'est-à-dire que derrière le terme de démocratie, ils n'entendaient pas forcément alternance, pluralisme politique, respect de l'autre. Et que ce groupe avait lui aussi ses autres. Et c'est ce qui m'a amené à me concentrer, et c'est vraiment ce qui fait l'objet de mon travail actuel, sur les autres de cette Tunisie, les autres qui sont entrés en politique avec la Révolution, qui n'avaient pas le capital politique attendu pour faire de la politique dans toute autre circonstance, qui ont été élus un petit peu par le fait du hasard, un petit peu parce que c'était des barons locaux qui étaient peut-être au second rang des réseaux de Ben Ali avant 2011, un petit peu parce qu'ils étaient connus localement parce qu'ils étaient impliqués dans certains types de réseaux et qui venaient constituer des majorités d'appoint, qui venaient faire en fait... Ça aurait pu être le ventre mou de l'Assemblée, et ça ne l'a pas du tout été, parce que c'était les députés qui ont peut-être le plus travaillé sur cette Constitution, le plus déposé d'amendements, mais qu'on ne voyait pas souvent dans les médias. Ils n'étaient pas reconnus par les portiers lorsqu'il y avait des cérémonies officielles. Les journalistes ne connaissaient pas leur nom. Et... du coup, c'est peut-être là en fait que j'ai réussi à trouver de l'identité, c'est-à-dire des gens avec qui on entendait, qui étaient tout pétris des idées de pluralisme, d'alternance, toutes ces choses-là que j'ai retrouvées. Et alors, attendez, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça m'a permis de voir une autre manière de construire et de voir comment se recomposait ce champ politique tunisien d'après la Révolution. C'est autour de la question de classe, tout simplement, parce que en fait, ce qu'on fait en sociaux, et c'est aussi ce qu'Ouda nous a appris à faire, c'est à banaliser des objets qui ont l'air extrêmement lointains. Et en fait, ce qui venait s'opposer à cette intelligentsia moderniste, progressiste, c'était ce qu'ils appelaient... donc, il allait y avoir les membres des Narda, les barbus en tout genre, qu'ils appellent de manière insultante les Khwanji. Et il y avait aussi, en fait, les élus issus de catégories populaires, ceux qui venaient des régions de l'intérieur, et qui étaient désignés péjorativement comme Inwar el Blaik, ça veut dire de derrière l'enceinte de la ville, ou encore de Jboura. Et ça allait être des insultes qu'on retrouvait dans les panneaux des mouvements sociaux contre l'Assemblée. Et c'était tout ce tissu tout ce discours a été mobilisé très très largement par l'élite tunisienne d'avant la Révolution pour construire un discours délégitimant contre l'Assemblée constituante. Et alors, bon, je me suis un petit peu emballée, désolée, c'est plus très très clair. Mais du coup, je voulais simplement conclure en expliquant que, en revenant sur le fait que toutes ces discussions avec Ouda m'ont donc aidé à déconstruire énormément de préjugés, que ça m'a permis d'étudier cette assemblée tunisienne, non pas comme une exception tunisienne, non pas comme une assemblée avant tout arabe ou avant tout islamiste ou avant tout musulmane, mais avant tout comme une assemblée. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de décloisonner un peu ce type d'études et d'aller emprunter aux outils de la sociologie politique classique, à ce qu'on fait sur le Parlement français, sur le Parlement européen, par exemple, des outils pour aborder ces parlements. Et donc voilà, on m'a souvent reproché de ne pas m'être concentrée sur un parti politique. Par exemple, ça aurait pu être intéressant d'étudier Narda ou d'étudier un autre mouvement. Mais je crois que ce qui était important, c'était justement d'étudier tous les élus dans la manière dont ils se constituaient comme élus, dont ils investissaient cette fonction d'élu. Et là encore, c'est aussi peut-être un des enseignements d'Ouda, c'est qu'au final, derrière tout ça, bon, ils sont cocasses, ils sont drôles, ils font des bêtises, parfois ils ont un bilan gouvernemental accablant, mais après tout, c'est des humains. Et du coup, moi, c'était
ce qui m'intéressait, c'était de les sortir du carcan programmatique ou idéologique, voilà, pour voir comment ils investissaient ce nouvel espace institutionnel qui était le leur. Merci.